Alors je suis désolé, on urge un peu le programme, bien que certains passent avec 1 heure de retard. Je vois Patrick qui me regarde. Et on va essayer de faire au mieux pour tenir toutes ces tables rondes avec un programme très dense. Et je suis ravi d'accueillir Henri Allard, Monsieur Serge Azébazé, Patrick de Boussac. Vous êtes très rare à vous exprimer et j'apprécie que vous soyez là, tout comme vous, Henri. Benjamin Boudin-Rimbaud, de Filet Allard Africa, Patrick Boussac de Touton, et puis Yves Gégourel, alors à chaque fois, je ne sais plus s'il faut mettre les initiatives, les professeurs titulaires de chaire, économie des matières premières et tradition durable au Conservatoire national des arts et métiers. Et transition durable, vous voyez, donc j'étais pas à jour sur le sujet. C'est une table ronde inédite, assez rare, avec des gens qui s'expriment peu, sur un sujet dont on parle peu. Alors certes, on va parler des matières premières, c'est un sujet dont on parle souvent, mais de l'assurance, sujet qu'on parle peu en Afrique, qui est un vrai sujet, et surtout la gestion du risque, parce que chaque fois qu'on parle d'Afrique et qu'on parle de commerce, très souvent les gens vous disent « Ah oui, mais c'est compliqué, c'est difficile, l'Afrique, on ne sait pas comment faire ». Et là, on a quand même des gens qui, depuis plusieurs siècles, enfin au moins un siècle, font du commerce avec l'Afrique, presque 2 pour 1. Et on a des groupes qui font du commerce avec de l'Afrique, qui le connaissent, qui s'expriment peu, et je suis fort ravi qu'ils soient là. Henri, mon cher Henri, je vous laisse la parole. Merci David. Alors, donc, d'abord, je tiens à vous remercier David, effectivement, et Pierre de Gaëtan, pour nous avoir sollicités pour monter cette table ronde à l'occasion de ces JNDA 2022. Nous sommes très honorés et très fiers d'être sur le plateau aujourd'hui avec un panel d'invités tout à fait remarquables et prestigieux que je présenterai un peu plus loin et qui se présenteront eux-mêmes. Je crois que je dois commencer un peu par dire quelques mots effectivement sur ces liens avec l'Afrique. Donc, en ce qui concerne le groupe Filles Allard, bon déjà, le groupe Filles Allard, il a démarré il y a bien longtemps. Alors, on est en compétition un peu avec le groupe Touton. Hein. Nous, c'est 1846, le groupe Touton 1848, je crois. J'ai réussi à remonter un peu dans l'arbre, donc je suis arrivé jusqu'à 1846 dans le courtage d'assurance maritime. Parce que si je remonte, si je me base sur l'assurance maritime elle-même, c'est encore plus ancien. Donc voilà, bon, à l'époque, je suis la 6e génération, hein, aujourd'hui, très opérationnel dans ce groupe. Et à l'époque, le statut, enfin le courtier, le métier de courtier d'assurance maritime s'exerçait sous la forme d'office ministériel. On était officier ministériel, nommé par décret, etc., etc. Ça, c'était l'histoire, c'était du temps de Colbert. Alors, on remonte à Colbert, là, mais je ne vais pas vous faire toute l'histoire, sinon ça va être long. Mais c'était quand même, c'était un privilège, mais c'était en même temps une cuirasse, donc, mais aussi un carcan, parce qu'on était nommé sur des places portuaires en France, à Nantes, au Havre, à Bordeaux. Et puis, en contrepartie de quoi, on devait placer les risques d'assurance maritime, dont on avait le privilège, avec quelques confrères, auprès des assureurs maritimes représentés uniquement sur cette place de Bordeaux. Aujourd'hui, notre métier de courtier d'assurance maritime, c'est d'aller acheter des garanties dans le monde entier, de les gérer pour le compte de nos clients, qui, eux, sont donc nos mandataires. Nous n'avons aucun lien avec les compagnies d'assurance, sauf le partenariat que nous entretenons nécessairement avec eux. Et nous avons ici, effectivement, Serge Azébazé, CEO du groupe Globus, avec lequel nous entretenons un partenariat étroit sur nos affaires africaines. Alors l'Afrique, pour le groupe Filles Allard, c'est aussi lié évidemment au débouché naturel de ces affaires bordelaises. Les relations commerciales ont toujours été très fortes historiquement entre Bordeaux et l'Afrique, les produits tropicaux, les familles bordelaises. Bon, c'était le temps des comptoirs à l'époque, mais c'était ainsi. Et les liens se sont créés, c'est de l'histoire ancienne, mais celle-ci a néanmoins tissé ces liens très étroits avec l'Afrique noire, au-delà du commerce lui-même d'ailleurs, parce qu'avec des échanges universitaires également. Nous avons Yves Gégourel ici pour en dire un mot. L'Université de Bordeaux en est un brillant exemple, avec également des échanges au niveau des ports, les savoir-faire, les transferts de technologie, les infrastructures, des échanges également au niveau de la santé. Le CHU de Bordeaux échange beaucoup avec des divers hôpitaux en Afrique. Bordeaux est donc indubitablement lié à l'Afrique et vice-versa. Alors le groupe Filles Allard, il a investi en Afrique il y a une dizaine d'années
avec la création de sa filiale, Fiyalar Africa, courtage d'assurance, toute branche, qui est un hub régional en réalité et qui est dirigé par Benjamin Boudot-Rimbaud, qui est ici, qui a un long parcours en Afrique, même s'il est encore tout jeune, très dynamique, très enthousiaste, très passionné. Et donc, et nous allons continuer, Benjamin, je vous le confirme, nous allons continuer à investir définitivement. Nous menons aussi beaucoup d'opérations de mécénat en Afrique. J'en dis quand même un mot parce que c'est important pour nous. Oui, c'est important. On doit à l'Afrique et l'Afrique nous a beaucoup donné, on lui doit. Et nous distribuons gratuitement des sacs de riz à des organisations caritatives parce que nous faisons assurer beaucoup d'importations de riz sur l'Afrique. Nous construisons des écoles. Nous allons construire une école primaire en Côte d'Ivoire à côté d'Assini. Nos équipes sont là-bas, ils sont en permanence, nos équipes de Bordeaux bien sûr, mais nos équipes africaines. Et alors en ce qui me concerne, croyez-moi, je suis un afro-optimiste convaincu. Et j'y ai des attaches fortes et j'y ai des amis fidèles. Et puis je vais vous livrer une réflexion personnelle. Les pays africains, et je me faisais cette réflexion encore dernièrement quand j'étais en Côte d'Ivoire et au Ghana successivement. Les pays africains sont finalement tous des pays encore très jeunes, 60 ans d'âge, plus ou moins, au maximum, en pleine autonomie, et encore. Et quand je vois ce qui s'y réalise aujourd'hui, quand je vois les projets en devenir, quand je vois la qualité et la formation des élites africaines, je n'ai aucun doute que ces pays formeront demain le grand et puissant continent d'avenir pour les Africains eux-mêmes d'abord, et pour ceux qui investiront dans la durée. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction. Donc, je représente un peu plus Patrick de Boussac du groupe Touton. Je voudrais... Bon, sa modestie va en souffrir, mais je voudrais louer sa formidable réussite et le succès de ce groupe qui est mené par un dirigeant visionnaire. Je voudrais aussi saluer Yves Gégourel, mon ami Yves, avec lequel le groupe Fiyalar entretient des liens serrés et échange beaucoup, notamment avec ses équipes, le pape des matières premières, un collab sur bien des commodities, dont les métaux, bien sûr. Benjamin Boudot-Rimbaud, on vous a présenté DG de Fiyalar Africa et qui participe remarquablement à la croissance de notre filiale, donc, dont le siège est à Abidjan, mais aussi à l'animation de notre réseau panafricain. Il faudra en dire un mot, Benjamin. Et puis peut-être que Benjamin, je vais vous laisser présenter Serge. Je crois que c'est votre invité, même si Serge reste un ami de longue date. Il était d'abord un confrère avant d'être aujourd'hui de l'autre côté, chez les assureurs. Mais dites-en un mot, Benjamin. Voilà, je vous remercie. Merci Henri. Serge, effectivement, c'est une longue relation sur le continent africain. Serge est un assureur du réseau Globus et assureur Activa, qui est un groupe camerounais avec qui on entretient des relations étroites sur le placement de nos affaires. Activa, je pense que tu vas présenter le réseau et les solutions sur l'ensemble des pays, notamment 49 pays que vous couvrez. Mais c'est vrai que c'est un partenaire pour nous qui est stratégique pour placer les affaires, pour sécuriser les investissements de nos clients. On va étayer tout ça au cours de ce débat, de nos échanges. Vous avez un micro, Serge? Oui, bien sûr. Vous l'avez... Les Africains ont toujours un micro. Ah oui, toujours. Même sans micro, tu sais, j'ai une voix qui porte. Ah ben, c'est à moi le tour. De vous présenter, oui. Ah ben, ils m'ont déjà assez longuement présenté. Ben, rapidement, ben, Serge Azébazé, je suis basé à Paris. Comme Henri l'a si gentiment dit, ben, je suis un courtier depuis de très très nombreuses années sur le marché, courtier spécialisé en assurance maritime, qui a fait le pas donc vers l'assurance il y a 5 ans maintenant, pour représenter à Paris le groupe Activa, que j'aurai l'occasion de présenter en termes de solutions tout à l'heure, et également donc le réseau Globus, présent dans 49 pays en Afrique aujourd'hui. Donc voilà, c'est un plaisir, c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Je remercie donc Henri et puis Benjamin donc de m'avoir convié
à cette table ronde. Et puis, c'est également l'occasion pour moi de remercier les organisateurs donc, des JNDA, que j'avais beaucoup entendu parler aujourd'hui, donc j'ai le privilège donc, d'en faire partie. Voilà ce que je peux dire en guise d'introduction. Patrick, je vous laisserai parler. Oui, je veux bien. Ça marche là? Oui, vous m'entendez? Bon, comment dire? Moi, c'est un chemin un peu différent d'Henri. On n'est pas la 6e génération. Donc, nous avons racheté Touton à un groupe qui s'appelait Sucré de Lenrée en 92. Donc, ça a été une bande de copains qui avaient le sens de l'aventure et qui étaient passionnés par leur métier. C'était à l'origine, au départ, le cacao et un peu de vanille sur Madagascar. On était, je dirais, enfermés à Bordeaux. On travaillait de Bordeaux sur l'Afrique. Et aujourd'hui, le groupe, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est 1000 personnes, c'est 15 filiales, c'est différents métiers. Donc, on est parti maintenant dans l'industrialisation à l'origine, c'est-à-dire au Ghana. Donc, on transforme du cacao aussi dans ce pays et qu'on vend de par le monde entier. Et donc, nous sommes tombés profondément amoureux de ce continent. Donc, nous sommes installés dans 7 pays. Hein. On est sur toute la côte, on va dire, de la Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Cameroun, et après sur toute l'Afrique de l'Est pour le café. Donc, Touton, ce n'est pas que le cacao, c'est aussi le café, c'est aussi des ingrédients. Et donc, si vous voulez, on est multiproduit et on est toujours indépendant dans un monde très anglo-saxon. Mais on a réussi, grâce à quoi? On a réussi grâce à nos équipes, c'est-à-dire des gens très formés, très dévoués, très fidèles, et qui montent un projet avec des actionnaires qui ont des stratégies toujours à terme, c'est-à-dire d'être 5 à 10 ans en avance. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un de Emera que nous employons, qui nous aide beaucoup à trouver des startups en Afrique. On en a trouvé 2 avec eux. Donc, si vous voulez, tout ce qu'on ne peut pas développer nous-mêmes, on travaille par Emera pour le développer. Voilà, en quelques mots. Merci, Patrick. Alors, je vais m'adresser au pape des matières premières, puisque vous avez été uniformément déclaré. Quand on parle de la guerre en Ukraine, on sait que une grosse partie des approvisionnements de l'Afrique viennent de la production de céréales de la Russie et de l'Ukraine. 83% du blé et 70% d'huile de tournesol. Je ne sais plus si les chiffres sont exacts. Vous me reprendrez. Et effectivement, on parle souvent de matières premières. L'Afrique a été le premier exportateur sur la dernière période de matières premières. On connaît mal l'Afrique et les sujets. Expliquez-nous un petit peu les enjeux de l'Afrique sur les marchés mondiaux. Je sais que je vous ai donné peu de temps, mais vous m'avez dit que vous saviez faire. Alors, je parlerai peut-être de manière très générale des matières premières, peut-être les définir, parce qu'effectivement, vous avez raison, les matières premières, on en parle beaucoup, notamment en ce moment, mais on en parle, en tout cas, c'est le rapport probablement aux médias, pour savoir où sera le prix de l'essence dans quelques jours, où seront les prix du blé, des céréales, alors que les matières premières portent des enjeux bien plus fondamentaux. Et si je devais définir les matières premières d'un point de vue non technique, d'un point de vue non économique, je dirais que les matières premières sont à la fois les reflets des déséquilibres de notre monde, on le voit effectivement avec la guerre en Ukraine, et en même temps la condition de la stabilité de nos sociétés. Donc les enjeux associés aux matières premières, et probablement qu'on le redécouvre en Europe, les enjeux associés aux matières premières sont considérables et sont d'ordre multiple, à la fois économique, sociétaux, technologiques, environnementaux, bien évidemment. Donc ça, il faut absolument prendre conscience et il faut parler des matières premières de manière structurelle. Le sujet est évidemment passionnant, on pourra en parler des heures, mais je voudrais insister sur l'extraordinaire complexité de cette problématique associée aux matières premières. Vous me parliez du rapport lié à l'élévation des prix et de l'Ukraine sur l'Afrique, mais en réalité, c'est d'une extraordinaire complexité. Pourquoi ? Et il faut le dire, à un moment, il faut accepter de dire c'est de la complexité. Parce que ces matières premières, en réalité, si je raisonne sur le niveau des prix, elles vont répondre à une infinité de facteurs. Je vais en lister quelques-uns. C'est bien évidemment des facteurs météorologiques qui vont jouer sur le prix des matières premières, la pluviométrie,
l'hydroélectrique bien évidemment, l'ensoleillement, des problématiques climatiques qui ne vont pas toucher uniquement les matières premières agricoles, mais naturellement les minerais et les métaux. Il suffit que vous ayez des pluies abondantes, des événements extrêmes au Brésil pour voir le prix, par exemple, du minerai de fer flamber. Donc ça, sont des éléments extraordinairement importants, des facteurs naturellement géologiques quand on parle des minerais, lorsqu'on parle des énergies fossiles. Des déterminants économiques majeurs. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui le niveau des prix des matières premières? C'est en large part la demande de l'Afrique, de la Chine, qui s'adresse à l'Afrique notamment. En direct. Des facteurs sanitaires. On a vu le prix des matières premières s'effondrer au premier trimestre 2020 et puis après flamber. Des facteurs logistiques, des facteurs technologiques également. Vous ne pourrez pas avoir de transition environnementale si vous n'avez pas de métaux, mais ces métaux, il faut les transformer. Il y a des technologies complexes associés à ça. Facteurs logistiques, bien évidemment. On a vu une élévation des prix considérable parce que la disponibilité de containers, on ne l'avait pas. Des facteurs réglementaires également. On parle de l'embargo, évidemment, sur le pétrole, mais on pourrait parler des problématiques de non-exportation de minerais non transformés, ce qu'a fait, par exemple, l'Indonésie, et puis des grands facteurs géopolitiques qui vont se refléter, encore une fois, dans les matières premières. Donc si on parle du contexte actuel, évidemment, la guerre en Ukraine a fait flamber le prix des matières premières. Pourquoi? Parce que la Russie et l'Ukraine sont des exportateurs majeurs d'un certain nombre de produits, le nickel, par exemple, qui a absolument flambé, le palladium, et puis ces produits céréales que vous évoquez, blé, maïs, et puis le tournesol. Et de ce point de vue-là, pour être très rapide, en matière d'enjeux, je crois que on est probablement à la croisée des mondes, à la fois sur la problématique de la transition environnementale et de la transition énergétique et de la problématique agricole. Il y a dans la situation actuelle, pour le continent africain, des enjeux formidables. Je pense que l'Europe devra retrouver un peu de cohérence sur sa politique énergétique. L'Europe n'en a pas. C'est une cohérence interpays, bien évidemment. On sait où on veut aller. C'est zéro émission nette en 2050, mais on ne sait pas comment y aller. Et puis d'un coup, on dit on veut plus de gaz naturel. Et puis finalement, on en veut un petit peu plus. Donc je pense que là, il y a vraiment les conditions pour rediscuter, penser à ce qui s'est passé à la conférence des partis à Glasgow, on dit non, finalement on ne veut pas d'énergie fossile. Ça, c'est évidemment pas tout à fait en phase avec ce que peuvent faire les producteurs africains. Donc je pense qu'il y a un grand matière à dialogue là-dessus. Et puis il y a aussi cette grande problématique autour de l'importation, vous avez raison, des céréales en Afrique. Il faut que l'on remette les matières premières sur la grande diplomatie mondiale. Il y a des risques vraiment aujourd'hui importants. L'élévation du prix des produits agricoles, c'est l'élévation des prix alimentaires. Et ça, c'est les conditions d'une instabilité sociale. Donc le rôle probablement des gouvernements pour stabiliser ces éléments-là sont importants. Mais on ne pourra pas, et je terminerai là-dessus, faire que de la mesure conjoncturelle. Le monde des matières premières, c'est bien évidemment le monde de l'instabilité. Il faut savoir gérer cette instabilité, mais il faut aussi positionner sur le long terme. Il faut poser des questions structurelles. Merci. Donc ça me permet de rebondir à une question pour Patrick. Un groupe qui a commencé en 1848 à Bordeaux, plutôt pour le commerce d'épices. Maintenant, vous êtes leader mondial dans le cacao. Vous êtes très impliqué, comme on l'a vu, en Afrique. Donc là, les problématiques aussi de fabrication des produits finis en Afrique doivent se poser à vous. Et vous avez un engagement très fort, vous m'aviez dit tout à l'heure 200 personnes, sur le sourcing durable, sur la capacité à produire dans des meilleures conditions en Afrique. C'est un vrai sujet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Parce que l'enjeu, c'est quand même l'autonomie de l'Afrique elle-même sur sa partie agroalimentaire. Donc je vais essayer de répondre à cette question toujours un peu délicate. Je dirais que cette stratégiquement, tout le temps a démarré cette durabilité dans les années 2010. En d'autres termes, en quoi constitue une durabilité? Donc, une durabilité au départ, c'est de partir d'une coopérative, de tracer les planteurs qui approvisionnent cette coopérative et de le ramener devant l'entrepôt d'un industriel chocolatier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'environnement. On doit effectivement respecter l'environnement. Le cacaoyer a été accusé de tous les maux, ce qui n'est pas complètement faux. La Côte d'Ivoire avait 18 millions d'hectares de forêts primaires. Aujourd'hui, si elle en a un,
c'est bien. Et d'autre part, en plus, le travail des enfants, qu'on essaye de bien mettre en place. Donc, quels moyens on s'est donné? Donc, on a un département durabilité qui est composé de 200 personnes dans 7 pays et qui a la tâche de remplir ces 3 piliers. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je vais donner juste un exemple. Côte d'Ivoire et Ghana, par exemple, chaque année, on plante 250 000 arbres qui sont réellement plantés, vérifiés et certifiés. D'autre part, qu'est-ce que je peux rajouter? C'est à peu près ça. Et nous construisons, ça je l'oublie parce que l'instruction est une des clés du développement en Afrique. Et je répète ce qu'a dit Henri tout à l'heure, on trouve des gens en Afrique francophones très bien formés. Donc ça, c'est pas un problème. Et nous construisons donc une dizaine à une quinzaine d'écoles par an en Côte d'Ivoire dans les coopératives avec lesquelles nous travaillons. Voilà. Merci Patrick. Alors, comme on parle de risques, on parle souvent de risques climatiques sur les exploitations agricoles en Afrique, donc je pense que vous connaissez ce problème. Écoutez, comme l'a dit Yves tout à l'heure, si vous voulez, on a un département statistique qui passe son temps à faire des projections sur l'avenir, qui passe son temps à suivre les pluviométries, avec les conséquences que ça peut avoir. On a un département qui fait des modèles d'intelligence artificielle pour des prévisions de prix. Et effectivement, c'est la clé de la réussite, enfin la clé de la survie. C'est la clé de la survie. Et là, c'est un point très important, puisque on va directement arriver au risque et à comment on assure le risque, qu'il soit sanitaire, qu'il soit celui des personnels, de l'exploitation. C'est un vrai sujet. Peu de gens savent que des solutions existent complètes sur le marché. C'est ça qui nous intéressait, c'est si on est entrepreneur, qu'on veut aller en Afrique, si on a déjà du business en Afrique, ou qu'on est quelqu'un issu des diasporas et qu'on rêve de recréer du business en Afrique parce qu'on veut créer de l'emploi là-bas, quelles sont les solutions qui sont possibles pour couvrir tous les risques que l'on peut quand on se réimplante ou quand on décide de se développer en Afrique? Benjamin, je vous donne un sujet vaste. Sujet relativement vaste, effectivement. Il y a plusieurs... je vais reprendre plusieurs points. Comme disait Henri Allard tout à l'heure, on est un assureur à la base qui avait cette étiquette très maritimiste liée au transport. Et ensuite, le groupe s'est considérablement diversifié sur le périmètre français et européen à travers les filiales. Et ce qu'on a cherché à faire avec les équipes de Filet Allard, c'est d'apporter une solution globale sur les différentes spécialités que l'on a sur le périmètre français pour les mettre à disposition des investisseurs, sécuriser leurs investissements sur l'Afrique. Et là, ça passe sur la partie transport, donc notamment sur toute la partie importation, comme disait au niveau de la table ronde, on a parlé beaucoup des importations, mais aussi des exportations. Mais la diaspora africaine ou les entreprises en Afrique, parce que de plus en plus d'entreprises, on le voit, c'est plus forcément nord-sud. Vous avez de plus en plus d'entreprises désormais qui sont régionales, africaines. On le voit avec des grands acteurs au Nigeria, au Sénégal. Vous avez des pays qui s'exportent beaucoup dans la sous-région. Et donc tous ces investissements, il faut bien évidemment les sécuriser. Et donc la solution passe par de l'assurance que l'on appelle dans notre jargon d'assureur ou de courtier. Ça passe par assurer les assets, donc les actifs de nos clients. À travers les actifs, ce que l'on cherche à faire essentiellement, c'est de concevoir des programmes d'assurance qui peuvent être régionaux ou purement locaux, suivant la dimension de la société sur place. Et ce qui est important pour notamment les gens qui investissent en Afrique, c'est les investissements que vous faites doivent être sécurisés auprès d'acteurs sérieux. Et dans les acteurs sérieux, donc, on a convié aujourd'hui Serge Azébazé, donc d'Activa et du réseau Globus. Ce qui est important pour nous et pour vous qui investissez notamment
sur le périmètre Afrique, il faut savoir que les réglementations africaines sont de plus en plus rigoureuses pour conserver le risque au niveau local. Il y a quelques années, conserver le risque au niveau local, notamment sur des programmes, on va dire, mondiaux ou panafricains, on se servait, et là je pense qu'on peut parler sans langue de bois entre ce qui était fait avant et maintenant. Auparavant, on choisissait beaucoup des acteurs internationaux, européens, qui couvraient le risque et qui souvent réassuraient le risque en Europe. Depuis maintenant une quinzaine d'années, on a des acteurs panafricains de plus en plus solides. On a des assureurs internationaux qui, pour des raisons des fois de risque, on peut dire se désengagent de certains risques ou qui sont plus frileux. On le voit notamment, nous, sur la partie sécurisation de nos clients. Les acteurs africains ont des capacités d'assurance au niveau local ou régional. Et ces acteurs, là où il y a quelques années, vous aviez des acteurs qui n'avaient pas de rating, notamment pour les groupes internationaux qui ont besoin de sécuriser leur placement, on se trouve à avoir des acteurs qui ont une surface géographique qui est de plus en plus régionale, avec des solutions notamment panafricaines. Donc on travaille énormément avec le groupe Activa sur ce domaine. Et de concevoir ces offres, qui peuvent être multibranches, hein, ça peut partir de sécuriser les assets, mais également toute la partie sociale, oui, ce qui est important. L'humain. Voilà. Vous avez les États africains qui de plus en plus mettent en place l'équivalent de sécurité sociale comme on a en France, en Europe. Mais derrière, c'est des questions essentielles. Donc, notre rôle, notamment au sein de Filealar Africa, c'est d'accompagner le client sur l'intégralité de leurs risques, que ce soit sur la partie sociale, assurer les assets, assurer le transport, et de répondre à l'accompagnement de la population africaine où la classe moyenne émerge et qui consomme. Il faut avoir en tête que l'assurance en Afrique progresse à peu près chaque année du double de la croissance du pays. Mais c'est que 2% du marché mondial de l'assurance, l'Afrique. Donc la croissance est potentiellement... Ce qui fait énorme. qu'on a un boulevard devant nous. Alors Serge, justement, j'ai une question pour vous. Parce qu'on a souvent dit que les solutions françaises et européennes pouvaient être exportées en Afrique. Mais là, est-ce qu'on ne peut pas se dire que la solution, elle est panafricaine et c'est les Africains qui vont la trouver eux-mêmes et on va avoir besoin des Africains pour que nous puissions faire du business en Afrique? Écoutez, excellent point qui me donne l'occasion déjà de rappeler un peu qui est le groupe Activa. S'il vous plaît. Un groupe qui a été créé en 1998. Il est très très jeune comparé à la fois à Filealar et à Tuto qui a été... voilà, donc créé par des Africains. C'est important pour répondre à votre question. Donc créé par des Africains. Et le groupe est né de la volonté qu'on pouvait avoir en Afrique donc une entreprise qui opère dans une Afrique sans frontières, c'est important, et également qui fonctionne suivant les critères dans le respect des standards internationaux. C'est très important, ces trois. Donc voilà ce qui a donné naissance, en fait, la base de la création du groupe Activa, qui a été créé, je le disais tout à l'heure, par des Africains qui étaient des experts, notamment Richard Lowe, qui est le président, qui a travaillé plus d'une vingtaine d'années en tant que cadre dirigeant dans un groupe international. Et donc aujourd'hui, le groupe Activa est sur le Cameroun en particulier, tantôt premier, tantôt second sur nos marchés. Le groupe est aujourd'hui présent dans 7 pays, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la RDC, le Ghana, Libéria, Sierra Leone et Guinée-Conakry. C'est important, tous ces pays. Donc voilà, 7 pays aujourd'hui. En une vingtaine d'années, on est aujourd'hui donc parmi les leaders de l'assurance en Afrique. Et en 2007, on a réalisé que, comme disait tout à l'heure Benjamin, que les besoins de nos clients, que ce soit des clients courtiers internationaux ou des clients risk managers, étaient des besoins globaux.
Donc, on a créé le réseau Globus. Le réseau Globus, qui est donc un réseau panafricain, un réseau non intégré de compagnies d'assurance, un réseau fédéré donc de compagnies d'assurance, qui est basé au Cameroun, mais qui fédère aujourd'hui, donc on avait commencé en 2007 avec 7 pays, aujourd'hui moins de 15 ans, on est présent dans 49 pays. 48, c'était sur le site, il y en a eu un de plus. Il y a eu un de plus, donc voilà, et l'Afrique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 54 pays. Donc c'est pour dire que, et pour les pays, les 4 autres pays, ou 4 ou 5, sur lesquels on n'est pas présent, on a des solutions d'accompagnement. Pour revenir donc de manière concrète sur votre question, il faut donc se rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un groupe créé par des Africains. L'idée, c'est d'apporter des solutions dans le respect des standards internationaux que nous comprenons très très bien et que nous intégrons tout à fait. C'est la raison pour laquelle on a, que ce soit des partenaires comme Filialar, on a des partenaires également, il faut le dire, qui sont des compagnies d'assurance mondiales qui ne sont pas présentes sur le continent africain, mais qui placent les risques via notre réseau, que nous représentons, et que moi je représente donc depuis Paris. Pour les solutions de développement en Afrique, Benjamin l'a dit tout à l'heure, que de plus en plus, on a des groupes panafricains qui montent en croissance, et nous avons, nous, des solutions, puisque le groupe a été fondé, et aujourd'hui, tous nos produits sont sur les critères internationaux. On n'a pas d'innovation à faire pour se calquer sur le développement, notamment des investissements de la diaspora. J'ai envie de dire que nous sommes déjà là et on a dévancé, on a eu un pas d'avance, une longueur d'avance. On a lu dans le futur et on a déjà des produits qu'il faut pour accompagner de façon à ce que quand on a des entreprises qui viennent nous voir, ben, elles sont tout à fait à l'aise. La diaspora qui fonctionne selon les critères internationaux, nos produits répondent parfaitement donc aux besoins qu'ils peuvent avoir au jour d'aujourd'hui. Serge, ça fait du bien d'entendre une chose pareille. C'est pour ça qu'on diffuse en live, qu'on a une quinzaine de médias qui nous suivent, une vingtaine de journalistes. Ça fait plaisir d'entendre. C'est si vous voulez investir en Afrique, voilà des gens qui peuvent vous aider dans la gestion du risque. On parle de la gestion, mais il y a aussi la prévention du risque qui est un sujet. C'est quels sont les outils qu'on peut mettre en œuvre. Vous avez aussi des solutions pour ce genre de problématiques. Absolument. Vous savez, si vous voulez compétir avec des assureurs ou alors des concurrents internationaux, il faut vous calquer sur les normes et être le meilleur. Nous visons, donc dans notre stratégie, c'est être les meilleurs, partout où nous sommes. Quand est-ce que vous allez racheter les assureurs français? Bientôt? Comme vous le savez très très bien. Ça a commencé, Ça a commencé déjà, vous le savez. Voilà, donc il y en a, c'est en cours. Et bon, bref, c'est un autre débat. En matière de prévention, nous avons donc en interne chez nous des ingénieurs préventionnistes. Et nous faisons de l'analyse des risques. Nous ne faisons pas que être une sorte de boîte aux lettres. Nous analysons véritablement les risques en amont. On fait de la prévention avant souscription et on fait également un accompagnement. On a eu à gérer des sinistres sur des très très grands groupes internationaux où il a fallu démontrer quelle était la compétence que nous avions, nous, en interne, à la fois en termes de services sinistres, c'est-à-dire après la surveillance des sinistres, et également en amont. J'ai envie de dire que tout est maillé, et Henri qui est là ne pourra pas dire le contraire, compte tenu de mon background qu'il connaît très très bien en matière de gestion des sinistres. Donc on a des experts chez nous en interne, à la fois pour la gestion des sinistres et également pour la prévention en amont. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Monsieur Alaoui, qui devait être avec nous, de Roux Afrique, dont c'est un des sujets, aurait pu en parler, mais il est resté bloqué malheureusement en Afrique. Et c'était un sujet qu'on aurait bien voulu. Oui, et nous avions également les représentants et les dirigeants du groupe NCA Assurance, Banque et Assurance, qui également devaient venir, et qui ont été bloqués pour des raisons différentes d'ailleurs, mais qui sont engagés à être présents l'année prochaine, avec Serge. Alors, vous voyez, ce débat est assez rare, assez unique, avec des gens qui connaissent l'Afrique, avec des solutions panafricaines. Ça donne un autre regard sur l'Afrique. Et comme on sait que le timing est court, et que déjà je vous ai fait patienter 1 heure un peu, je vais essayer de raccourcir. Mais j'ai 2 questions que je veux vous poser à tous, qui me tiennent à cœur, qui tiennent à cœur aussi à Pierre de Gaëtan et au Club des bâtisseurs, qui sont co-organisateurs de cette édition, et qui parlent
à la fois de la France et de Bordeaux. Alors la question que je vous adresse à tous, et vous déciderez, ceux qui ont envie de répondre ou non, c'est est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a entendu, la France a les moyens de rivaliser avec la Chine, les USA et même l'Allemagne, qui investit de plus en plus et qui se retrouve pas très loin de nous sur la partie exploitatrice, et est-ce qu'elle peut devenir à nouveau le partenaire de référence et de confiance avec l'Afrique? Parce que d'ici et d'Afrique, on a l'impression que la France a perdu beaucoup de son rayonnement auprès de l'Afrique. Messieurs, celui qui veut répond à la parole. Ça manque de dames d'ailleurs. Oui, je veux bien répondre. Merci. Donc, est-ce que la France peut, enfin je dirais les entreprises françaises peuvent reprendre pied, je pense essentiellement aux Chinois, n'est-ce pas? C'est essentiellement eux les principaux concurrents dans tout ce qui est bâtiments, infrastructures. La réponse, elle est oui. Elle est oui, pourquoi? Elle est oui par l'histoire, il y a quand même des liens affectifs, il y a la langue, il y a la connaissance du terrain, il y a quand même une compréhension française des problèmes que peut avoir l'Afrique, comme tout pays. Les Chinois créent la route de la soie, ils sont là effectivement pour nous sortir. Donc ça, il faut être très compétitif, il faut être les meilleurs, il faut avoir les meilleures équipes, il faut être sur le terrain toute la journée et y aller. Les Allemands, très sincèrement, ça ne m'inquiète pas particulièrement. Mais la Chine est vraiment une vraie question. D'autre part, après, les concurrents, ils sont aussi locaux. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des entreprises africaines qui se créent, qui sont là, qui travaillent. Il y a des gens très compétents. Il y a des générations, une nouvelle génération qui est là, dont nous avons des éléments chez nous qui sont remarquablement intelligents et très bien formés. Donc je dirais que oui, mais bon, chacun reste à sa place, chacun essaie de faire son mieux, et il faut être très concurrentiel. Et il faut que les Français, je dirais certains Français, apprennent ce que c'est que la concurrence. Si nous, on est toujours aujourd'hui en place, pour une idée, on était 30 négociants internationaux quand j'ai commencé en 1983. Aujourd'hui, nous sommes 3. 3. Donc après, il y a des fabricants qui sont intégrés, donc je ne les compte pas dedans. Mais en acteurs, on va dire, importants, on est 10, dont tout tombe dans les 6 premiers. Mais on a réussi comment? Par les équipes locales, en Afrique, par le sourcing, et encore une fois, par la qualité des gens. Elles travaillent. On ne se repose pas en Afrique. Il n'y a pas d'image transportée, et ça n'existe plus. Moi, je ne l'ai même pas connu moi-même. Donc voilà. Merci. Point de vue positif. Yves, je sais que vous vouliez vous exprimer sur le sujet. Oui, écoutez, de ce point de vue-là, j'ai envie de dire tout dépend en fait de la perspective dans laquelle vous vous mettez. Si par exemple on pense à la question de la sécurité énergétique européenne, la grande question d'aujourd'hui, est-ce que c'est la France rapportée à l'Afrique? Pour moi, assurément non. C'est une problématique, encore une fois, européenne. L'Europe n'a pas de cohérence pour l'instant sur sa politique énergétique, donc il faut un rapport probablement de continent à continent, mais il est évident que la France a un rôle probablement du côté de l'Europe, bien évidemment, leader à jouer de ce point de vue-là. Ensuite, sur certains segments plus particuliers, juste pour rebondir très rapidement sur la notion de risque et du rapport aux matières premières, il faut très précisément définir le risque dont on parle, parce que évidemment, il y a le risque des assets qui sont évoqués, mais sur les matières premières, il y a par exemple le risque de compétitivité. Patrick de Boussac l'a évoqué, c'est-à-dire que les matières premières, c'est l'idée d'un bien homogène avec une concurrence internationale. Votre cuivre, par exemple, de Zambie ou de RDC, vous pouvez l'acheter également au Chili. Donc il y a vraiment cette idée de compétitivité, il faut travailler là-dessus. Donc il y a des partenariats évidemment industriels à mener. Et puis aussi, il y a la problématique, c'est au cœur du métier du négociant, il y a la problématique de la variabilité, encore une fois, des prix sur ces matières
matières premières. Encore une fois, le nickel était au début du mois à 25 000 $ la tonne, a flambé à 100 000 $ la tonne pour retomber à 48 000, puis à 31 000 et revenir à 38 000. Donc il y a énormément de variabilité, il y a de la volatilité. Et de ce point de vue-là, pour répondre très directement à votre question, il y a une expertise française à la fois sur le trading de matières premières. Donc là, je pense qu'il y a des partenariats absolument à renforcer. Et puis il y a aussi l'expertise, on ne l'a pas forcément évoqué, française sur ce qu'on appelle le Commodity Trade Finance, c'est-à-dire au-delà du financement de l'entreprise en tant que telle, le financement transactionnel. Et il y a, encore une fois, des choses à renforcer de ce point de vue-là. Merci. Serge, je sais que vous vouliez dire quelque chose. Oui, tout à fait. Mais définitivement, je dirais oui. Parce que déjà, d'un point de vue historique, et je resterai sur le plan du droit. Sur le plan du droit, il y a des similitudes. Et si je reste sur le plan du contrat d'assurance, vous savez, on a une zone qu'on appelle la zone CIMA, qui est donc avec une réglementation unique de 14 pays d'Afrique, qui réglemente qui réglemente les marchés de l'assurance dans ces pays-là, qui est totalement calqué sur le même régime que les assurances en France. Les conditions d'assurance qui sont souscrites sont quasiment similaires aux conditions françaises. Et je pense que de ce point de vue-là, la concurrence, pour qu'elle arrive à battre ce qui a été fait sur le modèle français, il n'y a pas encore match. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ma réponse, je suis de ce point de vue-là absolument. Et je ne vois pas demain les conditions chinoises. Je ne vois pas les affaires en train d'être souscrites aux conditions chinoises. C'est pas pour demain. Oui. Tout à fait, Serge. La sécurité juridique, c'est important. Le droit des contrats, bien sûr, c'est sans doute également un élément à prendre en considération. Mais quand, David, vous me posez la question sur la place de la France en Afrique, mais elle est évidente, elle est naturelle, et vice-versa. Exact. Il faut le dire, vice-versa. C'est exact. Et il y a quand même plusieurs éléments aussi qu'on doit prendre en considération. D'abord, la connaissance et la compréhension mutuelle réciproque, la communauté linguistique. Et puis un dernier point qui me paraît essentiel, c'est la confiance. Il y a une confiance naturelle de notre part, nous, Français, de l'Hexagone que je suis, avec l'Afrique. Je pense qu'elle est réciproque. J'ai beaucoup d'amis en Afrique. Et c'est solide. Et on a le temps long, on a le long terme. Voilà, on n'est pas opportuniste. Je pense qu'il y a des stratégies opportunistes en Afrique aujourd'hui. Elles sont circonstancielles, très bien, mais la place de la France, elle est entière. Et c'est pour ça que les diasporas ont un rôle très important, parce qu'ils ont la double culture. Ceux qui ont créé votre groupe étaient des gens issus de la diaspora. Absolument. Donc, et c'est une des richesses, c'est ce qu'on voulait exprimer. Alors je vais finir par une dernière question qui s'adresse... bien sûr. Je parle pour notre groupe. Nous ne travaillons pas que dans la zone francophone, n'est-ce pas? Nous travaillons sur toute l'Afrique de l'Est, qui est totalement anglophone. Français en société française travaillant dans des pays anglophones, c'est toujours les mêmes motivations, les mêmes stratégies. C'est avoir une supply chain cohérente, s'installer dans le pays, y investir, avoir les équipes. Et à ce moment-là, ça prend du temps. C'est un peu coûteux, toujours au départ d'installation. Mais à la fin, vous êtes là, ça prend du temps, mais ça réussit. Tout ne réussit pas. Il faut savoir connaître les échecs. J'en ai connu en Afrique, parce que je n'avais pas les bonnes équipes ou pas les bons marchés. Et dans la réalité, rajouterai un peu ce qu'a dit sur l'Afrique Henri, c'est constance et confiance. On ne vient pas en Afrique pour faire un coup. Il n'existe pas ça. Moi, personnellement, je n'ai jamais connu. Ça a toujours été des investissements, des hommes, des sous, des équipes et des marchés. Et les marchés, il faut les conquérir. Voilà. Le temps long. Il n'y a pas de mystère. On est dans le temps long. On n'est pas dans le temps court. Le temps court n'est pas bon. Oui, le temps long, on est là pour investir et pour créer des richesses. Mais créer des richesses, c'est-à-dire créer de l'emploi, créer des richesses pour les populations locales, créer des richesses pour l'entreprise également, personne n'est dupe. Mais tout ça se fait dans un climat de confiance, d'enthousiasme, de passion partagée. C'est ça qui nous anime.
Et je crois que là, de ce point de vue-là, il y a un altruisme, certainement qu'on ne retrouve pas forcément chez d'autres investisseurs opportunistes. Alors ma dernière question pour conclure ce débat. Le président de la République avait décidé de faire le sommet Afrique-France qui devait avoir lieu à Bordeaux, qui devait parler d'économie. Et ces JNDA ont vocation de créer ces connexions entre l'Europe et l'Afrique. Alors pensez-vous que Bordeaux peut être légitimement la porte d'entrée de l'Europe vers l'Afrique, vu sa longue tradition de relations avec l'Afrique, des groupes comme vous, qui ont réussi à s'implanter et à croître, de façon très discrète d'ailleurs, hein, je vous le dis, puisque vous êtes peu connu. C'est pour ça que je suis vraiment ravi que vous soyez là. Est-ce que vous pensez que Bordeaux a un rôle à jouer pour aider l'Europe à mieux connaître l'Afrique ? Alors, je vais peut-être répondre parce que David, vous parlez, ou en tout cas répondre en premier. Je suis pressé de répondre. Vous parlez effectivement de ce sommet Afrique-France. C'est une erreur historique. J'espère qu'un jour ou l'autre, Bordeaux accueillera effectivement et en grande pompe un tel sommet. Il est très légitime à le faire. Moi, je me réjouis de voir que les JNDA et le Club des bâtisseurs ont entrepris de s'y attaquer. Et j'espère que très rapidement, effectivement, nous pourrons retrouver la place qui est notre place naturelle en France pour accueillir un tel sommet. Merci. Je pense que je ne peux rien rajouter après Henri. Je voudrais souligner quand même que ce que dit Henri, je partage. Ce qu'il faut quand même ne jamais oublier, c'est que pour être fort, il faut des très bonnes universités. Et deuxièmement, il faut un tissu d'entreprise. Parce que si vous sortez des gamins de l'école, il faut être capable de les embaucher. Est-ce que Bordeaux est connu de par le monde, de par mon métier? La réponse est oui. Vous parlez d'une autre ville, personne ne la connaît à part Paris. Donc la réalité, Bordeaux est une image de marque, d'accord? On connaît l'histoire, mais effectivement, je partage l'avis d'Henri, ce sommet doit revenir à Bordeaux, pas son histoire. Merci à tous, merci pour ce débat, merci d'être venus. Et nous allons pouvoir passer à la prochaine table ronde.